Alors, à propos du conflit israélo-palestinien, je me suis exprimé ici et là, mais je vais essayer d'être bref et synthétiser ma pensée là-dessus. Donc tout ce qui se passe depuis le 7 octobre jusqu'à nos jours. Donc là, il est 4h57 du matin, je me suis réveillé il y a quelques minutes, je suis en calbut, et je dois me préparer pour sortir. Ah, je me dis, bon, c'est le bon moment d'en parler à la va-vite. Premièrement, concernant le Hamas, ça va être très simple. Depuis l'an de grâce 2008, depuis l'année 2008, j'ai compris la fraude du Hamas. À un moment où tout le monde les idéalisait. J'ai compris la fraude du Hamas pour deux raisons. Première raison, le volet frériste. Le frérisme avec tous les antécédents qu'on connaît, les accointances, etc. Deuxièmement, c'est tout bonnement une création indirecte du gouvernement israélien. À l'époque, je le savais déjà, alors qu'il y avait des bribes d'informations. Mais quand tu constituais tout ça, quand tu composes, quand tu recueilles le puzzle, tu vois qu'il y a une ligne algorithmo-factuelle qui se crée. À l'époque, c'était assez flou et laborieux à comprendre, mais maintenant, il n'y a plus d'excuses dans le thé. Il n'y a plus pour la simple bonne raison que Netanyahou lui-même l'a avoué. Et seul un crétin qui ne comprend rien à la stratégie militaire, à la politique, à la réelle politique, va scander au complotisme. Déjà, qu'est-ce que c'est le complotisme? J'ai coutume de dire que celui qui voit du complotisme partout est complètement taré, et celui qui ne le voit nulle part est un crétin. Par essence, le monde, depuis l'aube de son humanité, a toujours navigué entre conspiration, stratégie, fourberie et aussi humanité. C'est ça la complexité de l'homme. Et ce qu'a voulu faire le gouvernement israélien, c'est un classique, n'en déplaise au Bénin, c'était de tout simplement affaiblir le camp d'en face en créant des schismes, notamment avec l'OLP. S'attaquer, de prime abord, au nationalisme arabe de l'époque, en favorisant le frérisme. Donc moi, faut pas m'affaire, hein, je vous ai pas attendu pour comprendre l'escroquerie du Hamas et l'enrichissement de leurs grosses têtes qui vivent au Qatar. Mais après, il faut comprendre toute cette archipel sociologique, et il faut aussi dissocier les grosses têtes et l'influence frériste de celui qui est dans une structure sociale où il n'y a pas d'autre choix que quand il veut rentrer dans une frontalité, ce qui est compréhensible, il passe par le Hamas. Donc il y a des dissociations à comprendre aussi. Il y a une forme de millefeuille anthropologique. Mais, encore une fois, même si j'en ai rien à foutre du Hamas d'un point de vue structurel, même si il est l'idiot utile du gouvernement israélien, d'un côté, de l'autre côté, ceux qui chialent en disant que l'État israélien n'est pas un État terroriste, d'un point de vue génésique et d'un point de vue historique, c'est faux factuellement. Pourquoi? Car l'État israélien s'est composé à partir d'entités terroristes, même auto-revendiquées. Je pense par exemple au Irgun ou à la Angala, des entités terroristes qui étaient responsables d'attaques sanglantes, aussi bien à l'encontre d'Arabes, mais aussi de Britanniques. L'attentat de l'hôtel King David en 1946 en est un parfait exemple. Et beaucoup de personnes qui composaient ces entités-là ont composé la première structure étatique israélienne. Et donc dire qu'historiquement, l'État d'Israël n'est pas un État terroriste, d'un point de vue embryonnaire, ben c'est faux. C'est faux, il l'est, c'est factuel. C'est comme si tu voyais un sumo, et tu disais au sumo, tu n'es pas gros, tu es mince. Non, le sumo est gros. C'est un gros lard, le sumo. Voilà. Et donc, des entités terroristes ont créé, ont participé, en grande partie, à la composition de la première structure étatique officielle israélienne. Après, il faut être objectif, et dans une forme de neutralité axiologique, il y a deux volets que je dois prendre en compte. Le premier, c'est que ça se saurait si les nations se créaient avec des bouquets de fleurs. Toutes nations, en tout cas une grosse partie des nations, se sont créées à partir de violence, certes. Donc Israël n'a pas le monopole de ça, je suis d'accord. Et le deuxième volet, c'est qu'il y a eu un processus évolutif, aussi bien au sein de la société qu'au sein de la structure étatique, qui fait qu'il y a une forme de complexité qui s'est créée. Par exemple, il y a 20% d'Arabes en Israël, dans des postes de métier, dans des corps aussi importants que la judicature, que la politique, etc. Tu as une quantité d'Arabes. Tu as au sein de la population, au sein de la société israélienne, des Arabes qui défendent Israël, corps et âme, qui voient Israël comme leur nation, comme leur patrie. Je sais que ça peut choquer certains qui commencent à peine à se renseigner sur le conflit, mais c'est une réalité. Tu as énormément de mosquées, tu as des appels à la prière dans plusieurs régions en Israël. Certes, dans le sérail structurel et vertical, tu as eu un processus évolutif et une pluralité de voix. Par exemple, la ligne qu'avait Rabin n'est pas la ligne qu'a actuellement Netanyahou. Dans le diaporama politique, tu as des voix qui sont beaucoup moins frontales, certes. Mais, quand on arrive à la genèse et au pourquoi de la création de cet État, il y a parmi les arguments de certains, dès le début et actuellement, qui est l'argument de la revendication légitime car nos ancêtres y habitaient. Et là, bien sûr, sans rentrer dans les détails ontologiques, historiques, primo-embryonnaires du sujet, un mec comme Isaac Luria, il y a eu un tournant, il y a eu un avant et un après Isaac Luria dans la tonalité théologique. Un mec comme Theodor Herzl, très complexe, un être torturé et très mal compris, aussi bien par ceux qui s'en revendiquent que ceux qui s'y opposent. Mais là, on va rester sur les légitimations qu'on entendait le plus au début du XXe, c'était la revendication et la légitimation ethnique. Et c'est là où tu te dis, il y a un souci. L'histoire de la génétique t'explique très bien que les descendants des Judéens sont plus proches des Mizraïm que d'un mec comme Finkelkraut. Quand un blond aux yeux bleus ou le sosie de Federer te dit un Palestinien que c'est la terre de mes ancêtres, c'est qu'il y a un souci. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un mec comme Finki ou BHL ne sont pas des descendants directs de Judéens. À la limite, tu me vends du Maïr Habib, je te dirais pourquoi pas. On va creuser s'il y a du sang Mizraïm. Mais à un moment donné, les mecs, il faut arrêter vos conneries. Quand tu observes les phénotypes, les génotypes et les haplogroupes, j'ai envie de dire que quelque part, tu comprends qu'il y a un souci. Et il faut savoir pour ceux qui veulent rentrer dans ce champ que la légitimation ethnique et génétique se fait à partir de la majorité pourcentielle. Et d'ailleurs, qui le dit tout bonnement et tout simplement le pape de la génétique contemporaine, Robert Plomin, dans son dernier bouquin, L'architecte invisible, que je vous conseille d'ailleurs au passage, l'explique très bien.
Ça étant dit, c'est pas un mec, un ethno-différentialiste comme moi qu'on va prêcher le fait que l'ethnie, la race, ça n'existe pas, ça n'a pas d'importance. Au contraire, j'y crois. J'en fais pas l'alpha et l'oméga de toute lecture du monde à mes yeux, mais c'est très important, c'est substantiel. Or, ce qu'il faut comprendre, parce que tu as des débiles des deux côtés, et parmi les débiles, t'en as ceux qui disent « Ah, j'ai fait un test, j'ai du sang 2% nigérien, donc l'ethnie, c'est des conneries. » Non, on se base en fonction du majoritaire, parce que de fait, il y a des hybridations. Un crétin qui ignore toute l'histoire va croire que, sous prétexte qu'il n'y a pas de pure race, ben à ce moment-là, l'ethnie, la race n'existe pas. Il y a eu des hybridations, mais tu as le taux potentiel majoritaire qui façonne d'une certaine manière ton phénotype et ton génotype. Donc là, il n'y a pas de souci. Sauf qu'on nous vend du sosie de Federer pour nous dire c'est des descendants de Judéens. Non, encore une fois, à la limite, la gueule de Maya Habib avec son triple menton, etc. Je peux comprendre. Mais qu'on me vende le sosie de Greta Thunberg, version mec, et il s'appelle Alain Oskovitch, il y a un souci. Et là maintenant, admettons. Admettons que l'argument ethnique est là. Elle est légitime, elle est validée. D'accord? Ok. Tous sont descendants de Judéens. Ok. Mais j'ai envie de dire, les mecs, c'est l'histoire, c'est le processus, c'est le monde. Moi, par exemple, ça me fait chier ce qui est arrivé aux Amérindiens. Mais malheureusement, ça a été les perdants de l'histoire. Je dis pas que c'est bien ou c'est mal, je donne pas une valeur morale là-dessus. J'essaie de donner une valeur existentielle. Et une partie des Judéens ont été les perdants de l'histoire à ce moment-là. Certes, ils se sont rattrapés. D'ailleurs, en aparté, certains reprochent aux Juifs d'avoir été des usurés, etc. Faut être juste, faut vraiment être honnête, c'est parce qu'ils n'avaient pas le choix. Certes, il y a des écrits talmudiques qui poussent à cela, mais il faut savoir que la plupart des décrets juridiques de l'époque interdisaient les Juifs d'avoir accès à telle ou telle fonction. D'ailleurs, on parle souvent de J'accuse d'Émile Zola, mais avant J'accuse, il avait écrit une autre lettre publique qui, à mon sens, est beaucoup plus intéressante, qui s'intitulait Pour les Juifs, tout simplement, publiée en 1896 dans le journal Figaro, où il expliquait en gros dedans qu'on ne pouvait pas en gros reprocher aux Juifs d'être dans les banques, alors qu'on a contribué un peu à les pousser là-dedans. Même si encore une fois tu as des indications, des injonctions talmudiques qui vont vers ce chemin-là, mais après il faut aussi dissocier le Juif du sioniste. Parce que le tournant Isaac Luria a beaucoup contribué à ce schisme. À savoir en gros la codification du Tzimtzum, le retrait de Dieu, le Shevirat Hakelim, la rupture des vaisseaux, le Tikkun, la réparation. Ce qui a grandement bouleversé, qui continue de bouleverser les Juifs, qui a créé des schismes entre ceux qui attendent la touche verticale transcendantale et ceux qui deviennent leur propre catalyseur actif en se maïsifiant et en se déifiant d'une certaine manière. Certes, mais revenons à la notion de perdant de l'histoire. Pour moi, à mon sens, ce qui donne à un moment donné une légitimité, c'est le fait de perdurer dans le temps. Par exemple, un cas simple, les Arabes au Maghreb. Je peux comprendre qu'il y a eu des tribus, notamment les Zenata, etc., qui se sont rebellés. Mais à un moment donné, quand les siècles perdurent et qu'ensuite une hybridation se crée, c'est comme ça. Il y a eu des perdants de l'histoire et puis il y a eu une hybridation. On a eu les mêmes ingrédients avec des mouvements de masse intra-africains. On a eu pareil avec les Maoris contre les Moriori, les Caribes et les Arawaks, les peuples bantous Khoisan d'Afrique de l'Ouest et du Centre, etc., etc. On a eu pareil avec des mouvements dans le pays de l'Est. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, on pourrait me rétorquer, regarde la Reconquista d'une certaine manière. Ça a duré pas mal de temps, avant qu'ils reprennent les rênes de leur propre destinée, certes. Mais à un moment donné, je pense, c'est mon point de vue, que quand tu perdures dans le temps, c'est pas un hasard. Donc je peux comprendre celui qui défend sa terre au début, mais quand tu perdures dans le temps long, à un moment donné, il n'y a pas de hasard, et malheureusement, il y a une forme de légitimité, une nouvelle légitimité qui se crée. Comprenez bien mon propos. Je ne dis pas par exemple que c'est bien fait pour les Amérindiens, au contraire. D'ailleurs, ça me fait marrer si les Amérindiens un jour reprenaient le pouvoir, pourquoi pas, et qu'ils expulsent en masse les Européens qui sont venus. Pourquoi pas. Mais à un moment donné, d'ailleurs, en parlant d'Amérindiens, il faut savoir aussi qu'il y avait toute une structure pyramidale, une structure colonisatrice, une structure même de grand remplacement qui se faisait. Les guerres de territoire, avec les Aztèques, les Incas, les Inuits qui étaient un peu plus en retrait, avec les Tuscaroras et la Ligue des 6 tribus, etc., etc. Mais, à un moment donné, quand ça perdure, ça perdure. Parce que si on devait tout mettre au nom de la tonalité génésique primaire, mais vraiment primaire avec un grand P, il n'y a plus rien. On s'en sort plus. Mais en plus, c'est même pas le cas, à 100%. Parce que parmi beaucoup de Palestiniens actuels, tu as une ligne qui peut remonter jusqu'à l'époque de l'agriculture sédentaire à Canaan. Et puis, tu en as certains qui pourront dire, à juste titre, qu'il n'y avait pas d'entité juridique palestinienne, certes, mais il y avait une entité organique. Oui, historiquement, à un moment donné, ça a été les obligés de l'Empire ottoman, mais il y a une entité organique, mais c'est l'histoire du monde, j'ai envie de dire. Sans oublier aussi la plasticité des règles normatives dans le processus humain. Et dans ce cas de figure, l'État-nation. Tout ça étant dit, parce que c'est quand même un peu dur de synthétiser en moins de 10 minutes ce conflit, un imbécile, un crétin qui va te dire que, je sais pas moi, le gamin qui grandit en Israël, qui est né en Israël, faut le tuer, il est complètement taré, déjà. Voilà. C'est comme les abrutis qui te disent, voilà, les chiens noirs ou les corbeaux, faut les tuer parce que c'est haram, c'est illicite ou que sais-je. Genre Dieu, il crée des chiens noirs pour que tu les tues. Le gosse qui est né en Israël, il a rien demandé. Enfin, c'est comme un chaton qui est né quelque part ou un sanglier, je sais pas, moi, il a rien demandé. Donc, faut aussi ne pas tomber aussi dans l'euphorie. Ça étant dit, ce n'est pas incompatible avec le fait de creuser à la racine et d'essayer de trouver des alternatives. Maintenant, une boucherie reste une boucherie. Peu importe l'origine, peu importe l'ethnie. Je sais que ça fait un peu Francis Lalanne, Michael Jackson, ce que je vais dire, mais moi, à la base, je suis quelqu'un de pacifiste. C'est-à-dire, pour moi, couler le sang, c'est une défaite. Des deux côtés. Quand je vois les femmes israéliennes qui étaient dans des pick-up, à moitié à poil, etc., les massacres, d'un côté comme de l'autre, les enfants palestiniens, bien entendu, une boucherie reste une boucherie. Et seul un taré, et là ça transcende les classes sociales, les classes ethniques, culturelles et religieuses, on parle juste d'un point de vue humain, seul un taré est content quand il voit ça des deux côtés, certes. Mais c'est justement pour éviter l'horreur humaine qu'il faut revenir aux causalités. Et ceux qui vont dire il n'y a pas de mais, ce sont eux les ennemis de la rationalité humaine et de ce qui a fait la grandeur de l'humanité.
Et c'est en prenant en compte tous les ingrédients de la causalité que tu arrives à mieux démystifier, scruter et comprendre tout ça, tout en espérant que la boucherie cesse entre les Palestiniens et Israéliens.